Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, pour cette invitation. C'est toujours un honneur de venir parler effectivement à l'Académie de chirurgie dans ce lieu mythique, on va dire. Et merci à François et à Philippe de m'avoir invité et d'avoir pensé à moi pour cette session. Donc, on va parler de résection pulmonaire chez l'enfant en 2025 et probablement pour ce qui est à venir dans les années qui viennent, effectivement, compte tenu de la progression de plus en plus rapide sur les techniques et on va le voir dans quel domaine exactement. Donc, une courte introduction pour parler effectivement de ces malformations pulmonaires qu'on regroupe souvent en quatre formes qui sont soit des malformations kystiques qui sont le plus souvent diagnostiquées en prénatal, soit des séquestrations, c'est-à-dire véritables morceaux de poumon complètement non vascularisés par la vascularisation pulmonaire et exclus donc d'un poumon normal qui peut être soit intralobaire, donc compris dans le poumon, soit extralobaire, complètement à côté du poumon. On parle aussi d'emphysème lobaire géant parfois lorsqu'il y a des malformations bronchiques associées et en cas d'atrésie bronchique. Et puis on parlera aussi des kystes bronchogéniques qui sont donc ces formations kystiques à point de départ l'intestin antérieur, effectivement, et donc qui peut être responsable, effectivement, de complications avec compression essentiellement des voies aériennes supérieures. Donc, là où la chirurgie pédiatrique est particulière, c'est que c'est quand même une chirurgie rare puisque c'est un cas sur 2500. Et on voit tout de suite la difficulté à laquelle on va faire face, c'est-à-dire finalement l'apprentissage de cette chirurgie et la diffusion de cette chirurgie donc à l'ensemble des chirurgiens pédiatres, à la fois jeunes et à la fois un peu moins jeunes. Donc la courbe d'apprentissage, elle est difficile, qu'elle soit en thoracotomie ou en thoracoscopie, mais a fortiori encore plus en thoracoscopie. Où en est-on en 2024? Alors j'ai pris le résultat de cette étude parue aux USA, mais parce qu'on n'a pas la même, on n'a pas fait la même en France. Et vous voyez qu'aux États-Unis, seulement un chirurgien pédiatre sur deux en 2012 pratiquait cette chirurgie thoracoscopique, donc chirurgie mini-invasive pour les malformations pulmonaires. En France, il est fort à parier que ce pourcentage soit plus élevé, comme en témoigne la présence de Frédéric Amery ici, ou de Christian Piola et même de François Beckmer, qui sont des piliers de la chirurgie thoracique pédiatrique en France actuellement. Donc l'incidence est faible, comme on le disait, et ce qui rend difficile l'apprentissage de cette technique. Et on estime que la courbe d'apprentissage doit atteindre environ 50 patients pour obtenir des résultats post-opératoires stables. Ce qui veut dire qu'en pratique, dans un service de chirurgie pédiatrique comme Robert Debré, par exemple, ça représente entre 10 et 15 patients par an. Et donc, vous voyez tout de suite la difficulté d'expandre cette technique de thoracoscopie pour ces malformations pulmonaires chez les plus jeunes. On admet qu'il faut environ 110 patients pour avoir des résultats stables et surtout reproductibles, avec une durée de chirurgie courte, puisque ce qui a été reproché essentiellement à la thoracoscopie dans ces malformations pulmonaires, c'est qu'elle augmentait considérablement la durée opératoire, alors qu'en chirurgie ouverte par thoracotomie, on avait des gestes qui étaient relativement courts, entre une heure et demie, voire 2 heures. Il faut un mentor et il faut effectivement quelqu'un qui puisse former ces jeunes et qui puisse rendre cette technique reproductible au sein de ces jeunes chirurgiens pédiatres en formation. La deuxième raison pour laquelle cette chirurgie thoracoscopique est peu réalisée, en tout cas aux États-Unis, c'est que l'approche anatomique est différente. Là où on se tient dans le dos du patient lorsqu'on fait une thoracotomie, lorsqu'on est en thoracoscopie, on se tiendra soit au pied du patient, soit devant le patient. En tout cas, en chirurgie pédiatrique, c'est comme ça que effectivement on va réaliser cette voie d'abord. Et puis, la taille des instruments n'est pas forcément adaptée aux plus petits. Et on sait que plus on les opère jeunes, plus ils sont petits. Il faut se rappeler que ces malformations sont des malformations qui sont de diagnostic anténatal. Et donc, on va rapidement confirmer le diagnostic le plus souvent dans les 2, 3 mois, 2, 3 premiers mois de vie. Et donc, proposer la chirurgie assez tôt, entre 5 et 6 mois. Et donc, à 5, 6 mois, lorsqu'on fait 5 kilos, il faut effectivement des instruments de petite taille qui puissent être adaptés donc, à la taille de l'enfant. Alors on pourrait se dire pourquoi réaliser des programmes en chirurgie thoracique là où actuellement nos pères nous ont déjà appris beaucoup de choses et nous ont déjà montré la voie. Bah, pour rendre la chirurgie plus facile et reproductible, et je le disais tout à l'heure, pour effectivement faire en sorte que nos plus jeunes réalisent cette chirurgie de façon, on va dire, standardisée et reproductible, surtout avec des résultats tout à fait stables.
Pourquoi des progrès? Pour aussi permettre de réaliser donc cette chirurgie en toute sécurité, en diminuant la morbidité et la morbidité post-opératoire. Heureusement, la mortalité post-opératoire dans ces malformations, elle est extrêmement faible, moins de 1%, moins de 0,5% même. Et puis pour la rendre accessible aux plus jeunes, et c'est là-dessus qu'il faut effectivement, euh, en tout cas, on va dire, concentrer nos progrès pour effectivement faire en sorte de rendre accessible cette chirurgie au plus grand nombre. Alors, les instruments sont de plus en plus petits, comme je vous le disais. On a maintenant à notre disposition des agrafages mécaniques qui font 5 mm ou 8 mm. Et on peut réaliser donc des agrafages mécaniques pour rendre effectivement le contrôle, par exemple, d'une bronche de façon beaucoup plus safe et sans fuite pulmonaire post-opératoire. Et ce qui permet par ailleurs de diminuer la durée opératoire. Donc ces agrafages mécaniques de 5 mm, elles sont parfaitement adaptées à des nouveau-nés de 6-7 kg à peu près. Elles permettent de sécuriser bien sûr le contrôle vasculaire et en particulier, on aime l'utiliser par exemple sur une veine pulmonaire qu'on va aller contrôler en fin d'intervention ou en milieu d'intervention, tout dépend du temps opératoire au cours de laquelle vous serez. Et puis elle va permettre de réduire le temps opératoire et encore une fois, c'est ce qu'on disait au départ, la plupart des équipes qui étaient effectivement réfractaires à cette technique, c'est que ça allongeait le temps opératoire et donc effectivement ça mobilisait beaucoup de monde, beaucoup de ressources au bloc opératoire. Et donc faire en sorte que ce temps opératoire soit réduit à des durées opératoires identiques à celles qu'elles étaient en chirurgie ouverte, c'est un enjeu. Et ces agrafages mécaniques nous ont permis, de 5 mm, nous ont permis effectivement de gagner du temps sur le contrôle vasculaire et le contrôle bronchique. On a un contrôle vasculaire possible également avec des petits instruments comme vous pouvez le voir. Ce sont des instruments qui font 24 cm de long, 3 mm de diamètre et qui utilisent maintenant des techniques les plus sophistiquées que, par exemple, la thermofusion, donc qui permet effectivement de fusionner des vaisseaux entre eux. Ces instruments font maintenant 3 mm. L'argument de vente marketing appuie notamment sur la sûreté d'utilisation de ces instruments de thermofusion en disant que la diffusion calorique liée à la thermofusion est moins importante que si on utilisait un instrument plus grand de 5 mm qu'on peut utiliser par exemple. Il faut quand même garder à l'esprit que il faut avoir des règles d'utilisation qui sont prudentes parce que la diffusion thermique est quand même importante et elle peut brûler les organes adjacents. Mais ça reste quand même des instruments de 3 mm qu'on peut utiliser donc chez des tout petits de 3 kg, 4 kg et qui vont nous permettre de contrôler les vaisseaux de façon tout à fait en sécurité. On progresse également sur la planification opératoire et ici vous avez un très très bel exemple de ce qu'on peut réaliser notamment lorsqu'on prédit de faire une résection limitée pulmonaire. Ici vous avez par exemple à gauche, sur l'image de gauche, l'exemple d'une malformation kystique pulmonaire qui euh, emportait la quasi-totalité du poumon à droite à l'exception de quelques segments et puis des malformations kystiques également dans le lobe inférieur gauche. Il fallait donc réaliser une résection segmentaire pour cet enfant et donc essayer de garder le plus de parenchyme possible et donc d'avoir effectivement une planification opératoire qui nous permette de dire quel segment je vais pouvoir retirer. Et donc, en réalisant cette planification opératoire, préopératoire et cette reconstruction 3D, on peut parfaitement imaginer et retrouver toutes nos artères. Je me base ici sur le travail du docteur Dominique Gossou qui a fait un très très bel atlas en reprenant ces images de reconstruction 3D liées à ce programme qui est Visible Patients maintenant, qui est distribué par la compagnie Ethicon. Je n'ai aucun lien d'intérêt. Et donc, on reconstruit, on voit quelle artère on doit contrôler pour effectivement réaliser la segmentectomie et retirer cette malformation kystique. Et puis maintenant, on progresse également avec Storz, qui maintenant est capable de nous donner une véritable segmentectomie, comme vous pouvez le voir, avec ce logiciel qui s'appelle InnerSight 3D. Et vous voyez qu'effectivement, maintenant, on reconstruit, on a tous les segments ici, un par un. Et donc, on est capable de retirer les segments un par un pour parfaitement identifier la localisation de la masse kystique, de la malformation. C'est parfaitement utilisable également dans les tumeurs, par exemple, pulmonaires. Et on peut également
parfaitement délimiter le segment qu'on va pouvoir retirer en épargnant un maximum de parenchyme pulmonaire sain. Donc on va, comme vous pouvez le voir, avec des instruments plus petits, une planification préopératoire de plus en plus précise vers une chirurgie qui va être plus ciblée, plus limitée chez ces enfants porteurs de malformations pulmonaires. Surtout, cette planification opératoire avec maintenant l'impression 3D va nous permettre de réaliser des modèles 3D et qui vont aider encore plus à la planification. Et vous avez ici, par exemple, un exemple qui a été publié récemment en 2021 avec un exemple de planification opératoire. Et avec ces modèles 3D imprimés à partir de cette planification préopératoire, on peut parfaitement les utiliser également pour réaliser des modèles 3D pour une formation à la chirurgie thoracoscopique. Et donc, ça va être utilisé effectivement par les chirurgiens pour planifier la chirurgie, mais également mettre en place les trocars et voir comment on pourrait positionner nos trocars. C'est appuyé encore plus par ce très bel article qui a été publié en 2024 où on fait appel à la réalité virtuelle pour l'aide au placement des trocars. Alors, moi, je milite pour essayer de standardiser au maximum la mise en place des trocars et faire en sorte qu'on n'ait pas à changer à chaque fois qu'on a un geste différent à faire. Par exemple, la position des trocars est-elle différente si on doit réaliser une lobectomie supérieure ou est-elle ou une lobectomie moyenne ou une lobectomie inférieure? Mais on doit bien avouer que effectivement, cette réalité virtuelle qui va nous assister dans la mise en place des trocars en préopératoire va nous permettre effectivement au maximum planifier la chirurgie et savoir où placer exactement nos trocars de façon à ce que on puisse travailler en triangulation sans aucun problème, qu'il n'y ait aucun conflit avec soit les membres du patient, soit les instruments, et qu'on puisse effectivement réaliser cette chirurgie en toute sécurité. Et donc, vous voyez ici qu'on a une modélisation 3D du thorax du patient. Et donc, on va modéliser avec donc cette aide de réalité virtuelle la mise en place des trocars pour une visée et pour une meilleure chirurgie plus ergonomique, on va dire. En paire opératoire, on a maintenant des marqueurs que sont par exemple le verre d'indocyanine qui est beaucoup utilisé par exemple en chirurgie hépatobiliaire, mais qui est de plus en plus utilisé également en chirurgie pulmonaire. Alors on fait appel à des technologies, à des caméras qui sont différentes des caméras utilisées pour une chirurgie standard laparoscopique ou thoracoscopique. Et cette caméra permet de détecter effectivement ces marqueurs. Ici, c'est le verre d'indocyanine. Alors, on a le choix, on peut le faire soit inhalé par le patient donc au moment de l'anesthésie, et cette inhalation va marquer par exemple ici donc le parenchyme pulmonaire sain et démarquer parfaitement une ligne ici de démarcation entre le parenchyme pulmonaire sain et le parenchyme pulmonaire sain ici et le parenchyme pulmonaire qui est ici qui est moins sain. On peut également l'utiliser par voie intraveineuse et on imagine parfaitement que si on veut réaliser une segmentectomie, ici une segmentectomie S2, si on contrôle les vaisseaux ici à ce niveau-là et qu'on injecte le verre d'indocyanine par voie intraveineuse, on imagine bien que ce segment qui a été exclu par le contrôle vasculaire préalable va permettre de montrer exactement là où on doit réaliser notre coupe pour réaliser la segmentectomie sans qu'on ait effectivement besoin de quoi que ce soit d'autre. Donc, ce verre d'indocyanine en opératoire, il est parfaitement utile pour délimiter nos segments et encore une fois, pour orienter cette chirurgie vers une chirurgie de plus en plus limitée par rapport à une chirurgie de lobectomie conventionnelle. Alors, est-ce qu'on peut réduire encore plus est-ce qu'on peut améliorer encore plus le bénéfice cosmétique chez nos enfants, chez qui on utilise déjà des instruments de 3 à 5 mm? Certains s'y sont essayés en utilisant donc le single port. Alors, vous voyez que le single port, ça comporte quand même une incision qui fait 3 à 4 cm. Donc, 3 cm sur un thorax d'un bébé qui fait 3 kg. On imagine bien qu'on peut quasiment, dans une incision de 3 cm, réaliser une lobectomie chez ce bébé de 3 kg. Mais pourtant, il y en a qui se sont essayés à faire du single port. Il semble que ça soit mieux toléré que la thoracotomie, évidemment, en termes de durée d'hospitalisation, de douleur post-opératoire ou même de sécurité péropératoire avec moins de saignement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que probablement par rapport à l'abord thoracoscopique classique avec minimum trois instruments, voire quatre de temps en temps, l'avantage est peu important. Mais
Ce qui est intéressant dans cette technique, c'est que ça peut être effectivement, en tout cas, une étape de progression vers la thoracoscopie vraie, on va dire, standard, avec trois ou quatre instruments de 3 millimètres, par exemple. Et donc, on peut parfaitement imaginer qu'un jeune chirurgien va passer de la thoracotomie à cette chirurgie single port, qui permet effectivement, par une incision de 3 centimètres, de placer des éléments et éventuellement même de placer un doigt ou deux doigts pour mobiliser ou en tout cas disséquer un petit peu et faire en sorte effectivement de faciliter l'exposition. Quelque chose d'un peu récent maintenant avec la chirurgie thoracique en ventilation spontanée et on voit que on s'essaye de plus en plus à être de moins en moins invasif chez les patients. Alors ici, c'est un article de chirurgie thoracique adulte qui ont effectivement essayé la chirurgie thoracique en ventilation spontanée. Pourquoi? Parce qu'elle permettrait effectivement de réduire le barotraumatisme, elle diminuerait la réponse inflammatoire à la chirurgie. Elle réduirait les complications post-opératoires et en particulier donc les risques d'infection et elle permettrait effectivement une mobilisation et une réhabilitation accélérée après la chirurgie. Elle permettrait de diminuer la durée d'hospitalisation. Donc, vous voyez que ce papier, publié récemment, en 2025, réalisé une méta-analyse avec seulement 19 études randomisées, contrôlées, qui permettent de montrer qu'effectivement, la chirurgie thoracique en ventilation spontanée, elle permet de diminuer la durée d'hospitalisation, permet de diminuer la durée du drainage, permet une réalimentation précoce et permet effectivement de limiter le barotraumatisme et d'abîmer le poumon et la réponse inflammatoire post-opératoire. En France, l'équipe qui est très avancée. C'est l'équipe de Saint-Étienne qui a permis de réaliser 14 patients en ventilation spontanée. Donc, quand on dit ventilation spontanée, ils sont quand même aidés d'un masque laryngé, mais ils sont en ventilation spontanée sur ce masque laryngé. Et ils ont fait une lobectomie supérieure sous ventilation spontanée. L'avantage par rapport à une ventilation classique n'est pas encore clairement démontré chez l'enfant et il y a probablement des travaux à faire encore pour voir si effectivement ce mode de ventilation en péropératoire est plus avantageux par rapport à une ventilation classique. Et puis on vient aussi vers la réhabilitation accélérée après la chirurgie, ce qu'on appelle l'IRAS, Enhanced Recovery After Surgery, ou la réhabilitation accélérée en France. Et à Paris, par exemple, dans notre centre, on a des protocoles de réhabilitation accélérée avec le protocole lobectomie qui nous permet de faire sortir les enfants dès le lendemain de l'intervention, donc avec des cathéters d'analgésie paravertébrale ou des injections paravertébrales, et puis l'utilisation donc, de protocoles d'analgésie qui marchent très très bien. Et donc, c'est des patients qui sortent dès le lendemain de l'intervention. En général, on les opère le mardi matin et le mercredi matin, mercredi midi, ils sont à la maison. Et puis des protocoles d'hospitalisation de jour, et on a fait des séquestrations pulmonaires, intra ou extralobaires, des kystes brontogéniques en hôpital de jour. Le patient arrive le matin et ressort dans la journée. Et donc là, on est dans la forme ultime de la chirurgie, de la réhabilitation accélérée après chirurgie. Donc tout ça fait qu'effectivement, on progresse énormément dans la prise en charge de ces malformations pour être de moins en moins invasifs et en tout cas d'avoir de moins en moins d'impact sur leur vie. Parlons un petit peu de robots assistés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une place pour le robot, pour être honnête. On est là sur des instruments qui font 8 millimètres de diamètre. Et donc, quand on parle de chirurgie de malformation pulmonaire chez des bébés qui font 3 kilos et dans un espace intercostal qui fait guère plus que 5 millimètres, il paraît difficile de mettre 4 ou 3 instruments de 8 millimètres, effectivement. Certains l'ont utilisé chez les enfants plus grands, des adolescents, et là, effectivement, ça peut être très intéressant. Et ce papier, comment témoigne ce papier réalisé avec l'équipe de Necker par Marion Durand, qui montre qu'effectivement, le robot pourrait être une aide chez ces adolescents qui nécessitent une chirurgie. Le plus souvent, c'est des adolescents qui ont des dilatations des bronches ou des poumons détruits sur des corps étrangers. Et on pourrait effectivement penser que le robot peut être une aide, mais en tout cas pas chez le nouveau-né de 3 ou 4 kilos. Donc en conclusion, on voit bien on est de plus en plus, en tout cas de moins en moins invasif, avec une chirurgie qui est très précoce et on reste convaincu que plus la chirurgie est faite tôt, plus l'enfant est petit et plus la chirurgie est facile à réaliser par rapport à une dilatation des bronches chez un adolescent, par exemple. On adapte les instruments à l'âge et à la taille de l'enfant de façon à permettre cette chirurgie en thoracoscopie. Et puis on voit qu'il y a d'autres robots qui sortent qui vont probablement permettre d'aller vers une miniaturisation des instruments, comme en témoignent les différents robots Versus, Enhance, Hugo de Medtronic ou le monobras d'Intuitive. On va vers une chirurgie plus ciblée, ça c'est sûr, peut-être plus conservatrice,
avec une meilleure planification opératoire et des modèles 3D maintenant qui vont permettre la simulation. Et c'est là qu'est la clé, si on veut former nos jeunes et faire en sorte que cette technique devienne reproductible, de faire en sorte que ces jeunes soient formés correctement pour leur avenir futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Arnaud. On voit bien ici, par la présence de nos amis qui sont venus parler d'autre chose que de la chirurgie thoracoscopique, que c'est quand même chirurgie thoracoscopique, c'est un peu pour nous, en chirurgie pédiatrique, le Graal. Avant, c'était la chirurgie, l'atrésie de l'œsophage. On n'a pas résolu tous les problèmes, mais au travers de la chirurgie thoracoscopique et de la chirurgie des malformations, on va toucher des problèmes d'anatomie, on va toucher des problèmes d'éthique, on va toucher des problèmes fondamentaux de préparation à la chirurgie. Moi, je me souviendrai toujours qu'en tant que tout jeune interne, un collègue colmarien, n'était pas strasbourgeois, disait, écoute, c'est simple, ouvre grand et baisse la table, et puis on allait voir après ce qui se passait. Non, c'est pas possible. Actuellement, on est dans cette préparation. La chirurgie est un métier intellectuel aussi, et peut-être même essentiellement. Et cette préparation mentale avec les outils dont nous disposons actuellement, elle est essentielle. On ne peut pas, et ça c'est un message qu'il faut donner à nos jeunes collègues, on ne peut pas commencer sans avoir d'abord une idée très précise de ce qu'on va faire et de ce qu'on pourrait faire en cas de soucis, de difficultés, etc. rencontrés. Donc toutes les hypothèses doivent être émises. Et ça, c'est ce qui fait le champ absolument magnifique. Mm. Alors effectivement, ça concerne peu de malades par an, mais ça concerne des discussions, ça concerne des heures de préparation. On ne se résout pas à enlever une malformation comme ça. Et ça, c'est très bien démontré parce que c'est la complexité du sujet pour quelques cas rares. C'est un petit peu le propre de la chirurgie pédiatrique d'une manière générale, hein. C'est vrai aussi en chirurgie plastique, etc. On a le temps pour une ou deux questions. Attention à la marche, oui. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je pense que, bon, pour toute à la fois cette présentation et puis les commentaires qui ont été faits, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que dans la chirurgie thoracique en général, et celle-là chez l'enfant, comme dans la chirurgie hépatique, cette chirurgie ne pourrait pas se faire aujourd'hui sans la partie numérique. C'est-à-dire qu'on est véritablement de l'autre côté. Ce sont vraiment, je veux dire, les deux disciplines qui ont passé le Rubicon, hein, parce qu'il est absolument impossible de faire cette chirurgie. Vieux chirurgien thoracique, c'était, je veux dire, la pneumonectomie, puis la thoracotomie, puis essayer de faire correctement des segmentectomies. Et là, je veux dire, on est véritablement, on peut faire le véritable et le bon traitement. Donc pour nous, c'est un modèle excessivement important parce que c'est celui qui entraîne à sa suite toute la chirurgie et ce que deviendra la chirurgie en général. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, des petites questions de détail. Le, la voie sous-costale, je veux dire, en tant que chirurgien thoracique d'adulte, je veux dire, la voie sous-glyphoïdienne ou costale, donc sans passer à travers effectivement les muscles, je veux dire, enfin l'espace intercostal, mais par des endroits beaucoup plus anatomiques. Est-ce que Mm. c'est quelque chose qui vous tente? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est la différence entre la chirurgie thoracique en ventilation spontanée. Est-ce que nous, on a utilisé assez longtemps, c'était la jet ventilation. Ouais. Alors, sur la voie sous-costale, je n'en ai aucune expérience. Euh, et euh, et je vois pas comment, enfin, pour réaliser une chirurgie de résection pulmonaire sur une malformation kystique, bon, elle pourrait être réalisée. J'avoue qu'avec des instruments de 3 à 5 mm, on fait déjà très très bien. Et avec des cicatrices et un bénéfice cosmétique et une épargne pariétale qui est quand même enfin, qui est bien. Donc, enfin voilà. Mais j'ai aucune expérience de cette voie d'abord, pour être honnête. Et puis pour ce qui est La jet, de la jet ventilation, alors c'est utilisé dans chez la chirurgie des voies aériennes supérieures. Et chez l'enfant, enfin, on peut l'utiliser quand on fait des résections trachéales, des slings ou des choses comme ça. Effectivement, la jet ventilation peut être utilisée. C'est un moyen de pallier à la ventilation de cet enfant. Mais en chirurgie conventionnelle de résection pulmonaire, il n'y a pas d'indication.
Oui. D'abord, merci d'être invité ici et avoir l'honneur d'être avec vous. C'est une présentation très jolie, très complète. Mais je crois qu'il y a un des grands problèmes est vraiment la formation des chirurgiens. Parce que on sait qu'est-ce qu'on veut faire, on sait qu'est-ce qu'on peut faire, mais il n'y a pas beaucoup des occasions et des possibilités pour des jeunes de former un chirurgien. Moi, j'ai fait ce type de chirurgie. J'ai fait la première thoracoscopie en 2005. Et j'ai formé en 20 ans trois chirurgiens où je peux dire il y a vraiment l'autonomie de faire ce type de chirurgie. Pour ça, c'est quelque chose qui, surtout, ça devient un problème toujours plus grand pour nous en chirurgie pédiatrique. À la fin, je voudrais savoir, c'est écrit l'emphysème lobaire. Et l'emphysème lobaire, c'est une indication beaucoup discutée. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites avec l'emphysème lobaire quand chirurgie, quand thérapie conservative, ça ne fait rien. Euh, Alors effectivement, parce que c'est très ouais. difficile à décider. C'est une question très débattue. On va dire que il y a l'emphysème lobaire géant avec une vraie répercussion chez le nouveau-né, avec une déviation médiastinale majeure, avec une détresse respiratoire qui le rend dépendant de la ventilation mécanique. Ces enfants-là, je pense qu'il y a une indication opératoire. Ensuite, il y a des troubles de la ventilation, étiquetés emphysème, qui ne sont pas vraiment géants d'ailleurs, qui ne dévient pas forcément beaucoup le médiastin, avec des enfants qui cependant arrivent à boire leur biberon et à grossir, etc. Et on peut effectivement pour ces enfants proposer une expectative et attendre de voir comment va évoluer cet emphysème. Je suis complètement d'accord avec cette attitude. Et puis il y a ces malformations bronchiques et ces atrésies bronchiques qui peuvent être responsables d'infections pulmonaires quand même et qui se surinfectent volontiers dans la première année de vie, lorsqu'ils commencent à aller à la crèche ou des choses comme ça. Et ces atrésies bronchiques qu'on arrive à approcher de plus en plus maintenant avec le diagnostic prénatal et le diagnostic postnatal et sur les scanners avec les reconstructions 3D, je pense qu'il faut leur proposer éventuellement effectivement une segmentectomie en rapport avec la bronche qui est atrétique. Soit c'est une bronche lobaire, soit c'est une bronche sous-segmentaire. Là, je pense qu'on peut faire une chirurgie limitée. Mais je suis complètement d'accord avec vous sur les emphysèmes. Les troubles de ventilation, on va dire, qui ne sont pas vraiment géants et qui peuvent être surveillés et voir un petit peu comment ils évoluent. Oui, tout à fait. Dominique, peut-être juste une petite question. Non, pardon, c'était un commentaire par rapport à la formation. Je voulais juste faire remarquer que, comme vous l'avez dit tous les deux, la chirurgie pédiatrique, c'est quelques cas par an. La chirurgie thoracoscopique, j'entends, pédiatrique, et qu'en chirurgie adulte, c'est plusieurs cas par jour. Donc, c'est assez facile quand on est chirurgien pédiatre de voir ce qui se fait chez l'adulte et puis d'essayer de transposer. Deuxième point, comme l'a dit François Beckmer, la chirurgie pédiatrique, c'est vraiment, vous ne pouvez pas la céder aux chirurgiens adultes parce que moi, en tant que chirurgien adulte qui a vu de la thoracoscopie pédiatrique, je me suis toujours dit que je serais incapable de faire ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une expertise totalement différente et qui ne s'invente pas. Donc, il faut garder cette spécificité, mais peut-être se former un peu chez l'adulte. Et enfin, dernier point, sur les instruments, je ne parle pas des instruments à énergie, mais des instruments conventionnels. Ça fait longtemps qu'on a développé des gammes d'instruments à 5 et surtout 3 mm. Donc, il faut nous les piquer parce que ça existe, quoi. Les internes en formation ont 6 mois hors filière et moi, je les encourage toujours. Je suis le coordonnateur de chirurgie pédiatrique sur Paris-Île-de-France et je les encourage toujours à faire un 6 mois en chirurgie thoracique adulte, évidemment. Un très grand merci, Arnaud. Bravo.